Philippe Simo estime que si quelqu'un en Europe n'a pas encore acheté de maison à l'âge de 30 ans, c'est qu'il a échoué sa vie. Il est comme les gens qui font le fap, le cha-cha, ou je sais pas trop quoi. Il y a toujours quelque chose quand je le vois, je dis, ça doit être un escroc. Vous pouvez me détester. Vous pouvez monter, crier, sauter, faire tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas changer les faits et la réalité. Vous êtes comme ces jeunes-là qui ont bénéficié de tout et ils pensent tout connaître. Ça se voit tous les jours que vous ne connaissez rien de l'entrepreneuriat local, du terrain. Vous n'en savez rien. Nous connaissons nos difficultés et nous savons comment les traverser. Ne nous conseillez plus. Ne nous conseillez plus. Quel est l'âge moyen pour acquérir sa résidence principale en France, pays dans lequel nous, diaspora, sommes très nombreux? Je suis allé une fois de plus vérifier auprès des notaires de France cette fois-ci. Je vais vous lire les résultats. Voici ce que l'article dit. Les notaires ont analysé l'âge des primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui achètent pour la première fois un bien immobilier. Et ils ont constaté que l'âge moyen du premier achat immobilier en France est de 33 ans. Moyenne française pour l'achat de sa résidence principale. Les amis, vous ne pouvez pas changer les faits et la réalité. Et les faits et la réalité sont de mon côté, les amis. En France, le primo-accident, c'est 33 ans. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Et dans ma vidéo, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que si à 30 ans, tu n'as pas encore acheté, la pauvreté te guette. Et qu'est-ce qu'on découvre? Les notaires disent quoi? L'âge, c'est 33 ans. You can hate me now. Vous pouvez me détester, mais vous n'allez pas m'arrêter. I can't stop now. You can hate me now. Vous pouvez me détester, les amis. Je ne vais pas m'arrêter de dire la vérité. Parce qu'il faut que cette génération soit exorcisée. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un mauvais esprit de la pauvreté qui règne dans la vie des gens. Et il faut chasser cet esprit-là en vous disant d'abord la vérité. Parce que c'est la vérité qui guérit. Il se trouve que les primo-accédants en France, 33 ans. Donc, je vais vous lire d'autres sites. Je vais vous faire une série de vidéos. On va aller décortiquer. On va aller même jusqu'au niveau de l'INSEE. Parce que je suis allé faire des recherches encore approfondies pour me dire, mais si les gens crient comme ça, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien vérifié. 33 ans. Donc, quand je vous ai dit qu'à 30 ans, attention, j'avais raison. J'avais raison. N'en déplaise à vos émotions. N'en déplaise à vos cris. N'en déplaise à vos pleurs. Les notaires confirment. Et ils développent d'ailleurs les raisons. La première raison, c'est que les ressources financières d'un acheteur qui n'a pas encore 30 ans ne sont pas suffisantes. Il y a des revenus qui peuvent être irréguliers, le temps pour lui de constituer son apport personnel. Les banques peuvent donc considérer que la maturité professionnelle n'est pas suffisante comparée à celle d'un acheteur sorti de ses études depuis quelques années. La seconde raison est que chez les trentenaires qui souhaitent accéder à leur premier appartement, la proportion des ménages en couple est plus importante et être à deux, c'est un atout non négligeable pour acheter. Aujourd'hui encore, je vais répondre à Philippe Simo par rapport à deux sujets. Le premier sujet, c'est par rapport à la résidence. Avoir une maison à moins de 30 ans. Le deuxième sujet, c'est par rapport à la tontine. Je vais très rapidement passer au premier sujet qui concerne le fait d'avoir une maison à moins de 30 ans. Voici au moins ces trois conditions pour avoir la maison à moins de 30 ans. Première condition, c'est pour les jeunes qui ont abandonné les études très tôt. Si vous avez abandonné les études très tôt, alors c'est possible pour vous que entre 25 ans et 30 ans, vous ayez une maison. Parce que depuis votre vingtaine, vous n'avez qu'à chercher de l'argent et vous avez assez de sous. Là, ça peut vous permettre de construire une maison. Vous pouvez construire des serres en location. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, c'est que vous n'avez aucune vision entrepreneuriale. Un jeune qui a fréquenté normalement et qui a arrêté les études entre 23 ans et 25 ans, il a commencé à travailler. Au bout de 5 ans, il a accumulé quelques petits millions. S'il n'a aucune vision entrepreneuriale, c'est tout à fait normal qu'il se lance dans la construction. Troisième condition, on s'est fait aider par un parent. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit aux jeunes. Quand vous voyez un jeune de bas âge se construire, si vous cherchez bien le fond, vous allez voir un papa qui s'est battu, une maman qui s'est battue pour t'étoler, une tante qui a aidé, un grand frère à l'étranger qui a aidé à construire cette maison-là. Ça ne doit pas vous pousser à croire que vous êtes encore en retard. Ne confondez pas. Donc quand vous voyez un jeune à moins de 30 ans, si vous faites bien le fond, vous allez comprendre qu'il y a un bon soutien derrière si les deux conditions précédentes ne sont pas respectées. Il faut bien comprendre cela.
Alors, un monsieur comme Philippe Simo, ça se voit clairement qu'il a grandi dans une famille où il n'a pas trop de responsabilités, où la famille est modeste, ou bien la famille a un peu de moyens, où il est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Alors, sachez que les premières années de travail d'un homme, c'est parfois pour soutenir la famille, pour aider aussi les autres à avancer. Il y a des gens comme ça qui n'ont pas de maison, mais il faut aller voir ce qu'ils ont fait pour la famille. Il faut aller voir les frères qu'ils ont aidés. Il faut aller voir les sœurs, les enfants qu'ils ont envoyés à l'école. Parce que quand tu as fini l'école, ce que tu dois faire, c'est d'aider aussi les autres à avancer. OK? Donc, voici au moins ces 3 conditions pour avoir une maison à moins de 30 ans. Autre dernier détail. Même si vous voyez quelqu'un à plus de 50 ans qui n'a pas encore une maison, il faut aller vers lui pour comprendre pourquoi il n'a pas encore eu. Surtout dans le contexte camerounais, chers amis. Vous ne savez pas ce que les gens subissent. On ne sait pas les escroqueries par lesquelles certaines personnes passent. Donc, ne jugez pas encore très vite. Ne dites pas rapidement que les gens ont échoué parce qu'ils n'ont pas encore rapidement une maison. Non. Deuxième sujet, la tontine. J'ai seulement vu l'introduction. Il a dit que la tontine, c'est pour les illettrés. Bis, il m'a parlé d'un Simo qui a vendu l'héritage familial et a mangé l'argent. Cette fois-ci, on a plutôt un autre Simo qui connaît tout, qui parle de tout. Monsieur Simo, vous n'avez aucun conseil à donner aux enfants, par exemple, bamileke par rapport à la tontine. Vous n'en savez rien. Surtout dans un pays comme ça où même les microfinances ne peuvent même pas donner 1 million comme ça à un jeune sans garantie. Combien de fois 5 millions, 10 millions? Mais est-ce que vous savez ce qu'un jeune peut avoir à travers une tontine? Voici comment la tontine se passe, chers amis. Vous êtes encore jeune, vous avez commencé le travail. Vous êtes en groupe de 5, de 10. Commencez à cotiser les petits 50 000 le mois. Après, vous passez à 100 000 francs. Vous n'êtes pas obligé de reporter chaque fois. Non. Vous pouvez mettre comme ça, au bout de 3 mois, 6 mois, vous venez vous injecter de l'argent. Après, vous vous retrouvez à un fonds de 20 millions, 50 millions, 100 millions. Quelle microfinance, quelle banque va vous parler fort? La marchandise de quelqu'un peut être bloqué au port à cause de 20 millions, 10 millions. Impossible. Alors qu'il ne vous décourage pas. La tontine structurelle est très bien. La tontine, c'est un bon moyen pour contourner les banques qui ne font pas confiance aux jeunes. Pour la tontine, c'est pour les illettrés. Monsieur Simon, ça montre clairement que vous ne connaissez pas notre monde ici. Vous venez même tenter d'enseigner l'entrepreneuriat aux jeunes Africains, aux jeunes entrepreneurs, alors que vous ne connaissez pas notre propre réalité locale. Vous connaissez peut-être les méthodes de l'Europe, mais sachez qu'en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Nous n'avons pas de soutien ici et nous devons trouver les voies de contournement pour nous en sortir. Avant d'ouvrir votre bouche pour parler d'un sujet, donnez déjà le rapport des gens que vous avez formés depuis des années. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait en termes d'entrepreneuriat? Quelles sont les entreprises en local? C'est-à-dire quoi? Qu'ils ont construit les maisons, ils ont acheté les maisons pour revendre. C'est tout. C'est tout. Citez les entreprises des gens que vous avez formés qui fonctionnent très bien comme ça ici au pays. Montez ça. À un moment où vous exigez les résultats, vous parlez encore, frère. Parce que vous vous égarez les tout. Dans tous les sujets, vous êtes là. À force de trop parler, vous montrez tellement vos limites. Et vos limites sont bien claires. Le problème, ce n'est pas Philippe Simo, mais ceux qui passent leur journée à écouter un tel vendeur d'illusions. Parce que lui-même, il était en Europe, ça ne l'a pas laissé. Il a dû rentrer en Afrique pour vendre du rêve à ceux qui sont en Europe, mais qui n'ont pas suffisamment confiance en eux, qui se sentent obligés de se laisser téléguider par un tel individu. Philippe Simo se présente sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, comme étant un serial entrepreneur. Mais personne ne sait où sont situées ces entreprises. Il vous dit qu'il a des entreprises en Côte d'Ivoire. Il fut un temps où il expliquait qu'il devait investir dans l'immobilier en France et qu'on pouvait acheter une maison avec quelques milliers d'euros. Il est allé filmer quelques édifices, ça et là. Et aujourd'hui, plus personne ne sait où il en est avec son projet dans l'immobilier en Europe. Notre serial entrepreneur peut-il nous dire exactement quelle entreprise il a créée, que ce soit en Afrique ou en Europe, en dehors de prendre des voitures de location dans lesquelles il fait des vidéos pour bluffer ceux qui ne savent pas comment le game se passe. En réalité, tout le monde peut rouler en Ferrari, tout le monde peut rouler en Lexus, tout le monde peut rouler en Tesla, tout le monde peut avoir une belle voiture en Europe parce que ça se loue très facilement. Dire que si l'on n'a pas encore acheté de maison à l'âge de 30 ans en Europe, c'est qu'on a échoué, est une grosse hérésie parce que beaucoup arrivent en Europe après 30 ans et ce n'est pas pour autant qu'ils vont rentrer bredouille. Il y a un adage au Cameroun qui dit que ce n'est pas celui qui arrive à Bamenda en premier qui parle anglais. Souvent, il y a des personnes qui sont même nées et grandies à Bamenda mais qui ne parlent pas anglais et d'autres qui arrivent au bout de quelques jours et parlent anglais. Donc, certes, il y a des personnes qui achètent des maisons à 20-30 ans, il y en a qui achètent à 25 ans et même à 22 ans. Tout dépend de ton background, tout dépend de ton histoire de vie. Mais d'autres peuvent arriver même à 45 ans et finir très, très, très riches en Europe. En fait, j'ai entendu ce mec dire que si tu n'as pas construit une maison à 30 ans, tu es pauvre. Ou ça veut dire que tu es pauvre. Ou bien tu as raté ta vie. Ou bien il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ta vie. J'ai dit, mais comment il dit ça? Tu vois, parce que ça ne peut pas être vrai dans l'absolu. S'il dit ça, c'est qu'en fait, il a été dompté par le démon affabulateur qui peut vivre à l'intérieur de lui. Vous savez, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions ici dehors. Faites très attention. Tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai 51 ans. Tu vois, 51 ans.
Je viens de finir mon pilou. 51 ans. Là, je suis encore en train de mettre tous les trucs et tout ça. Là. J'ai jamais eu l'impression d'être pauvre. Hein. J'ai occupé ma vie à faire des choses que je trouvais importantes parce que la vie, c'est les priorités. Il y a des gens qui à 30 ans, ils veulent déjà construire la maison. Il y a 30 ans, ils sont encore en train de se construire. Ils sont encore en train de construire leur personnalité. Ils sont encore en train de voyager à travers le monde. Ils sont déjà encore en train d'apprendre les langues. Ils sont encore en train de se former spirituellement. Ils sont en train de bâtir l'homme qu'ils doivent être et tout. C'est-à-dire qu'avant 30 ans, il y a quand même plein de projets importants dans la vie d'un homme qui peut occuper son temps que celui de construire une maison. C'est-à-dire que pourquoi le factuel de la construction d'une maison? Déjà, se construire soi-même, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut dire que si à 30 ans, tu ne t'es pas construit toi-même une conscience personnelle, une conscience individuelle, un rapport réel entre le vrai et le faux, un rapport réel entre toi et la divinité, un rapport réel entre toi et les éléments. Si tu n'as pas encore ton propre avis sur la vie à 30 ans, on peut dire que bon, tu as un petit retard. C'est-à-dire que la construction de l'être humain, mais les choses matérielles comme la maison, c'est pour ça que je lui mets un peu la fémania au corps. Mais les choses matérielles comme la maison, c'est rien. C'est rien parce que ça ne peut pas, ça dépend vraiment des priorités des gens. Mais vous voyez sur Internet, il y a des gens ils ont une version très théorique de la vie. Mais comme Internet réussit à donner l'illusion du pratique, et avec la durée, il y a des mirages qui semblent se solidifier. Il y a des gens qui sont comme le vent, des mirages qui semblent se solidifier, peut-être parce qu'ils restent là depuis longtemps. Et quand un mirage apparaît devant vos yeux pendant très longtemps, il semble se solidifier. Et ce qui sort de la bouche de ce type de personnes peut vous paraître à la longue un peu logique, humain et normal. Et c'est le même gars, je les vois toujours en train de parler d'entrepreneuriat, d'encourager l'entrepreneuriat, de dire aux jeunes qui ne savent pas entreprendre. Mais je ne les entends jamais se prononcer sur, par exemple, le climat des affaires. Le Cameroun, ce n'est pas un endroit où un jeune peut entreprendre quoi que ce soit. Tout le monde, tous les grands entrepreneurs au Cameroun sont les prête-noms des hommes politiques. Il n'y a personne au Cameroun, presque, à 95-97%, il n'y a personne là au Cameroun qui fait les affaires, qui n'est pas soit un prête-nom d'un fonctionnaire, la plupart du temps vivent de la commande publique. Le pays ne produit rien. Quel type d'entreprise il y a au Cameroun? On ne fait ni les allumettes, ni le sel, ni le bois, et on ne fait rien. On ne fabrique rien, même pas les contreplaquets. On ne fabrique même pas un testeur, même pas une antenne parabolique. Le Cameroun ne fabrique rien du tout, même pas les clous. Il y a donc quel type d'entreprise au Cameroun? Dans les entrepreneurs camerounais. Quel type d'entreprise il y a au Cameroun? Avant, on fabriquait même le savon, mais même ça, on ne fabrique plus. On ne fabrique plus. Le pays vit à 95% des importations et on importe au moins 80% de ce qu'on importe, on pourrait produire ça là sur place. Donc quand vous voyez des gens qui viennent vous parler de l'entrepreneuriat sans jamais s'arrêter sur le climat des affaires, le contexte politique, le programme politique qui gouverne le Cameroun est à la conservation de pouvoir, pas au développement. Donc le Cameroun n'est pas un endroit qui est propice pour les affaires. Chaque homme d'affaires qui trouve un moyen de s'installer au Cameroun devient un prête-nom. Soit c'est un bandit, soit c'est un féman, soit c'est un voleur. Soit c'est un voleur. Parce que le Cameroun en lui-même n'est pas taillé pour recevoir des hommes d'affaires honnêtes. Ce n'est pas un endroit qui est taillé pour permettre à un jeune de débuter une affaire et de la réussir. Non, pas du tout. Même les filles là, toutes les radios, les télés là, c'est les prête-noms. Là, c'est les prête-noms. Tous ces bonhommes là qui ouvrent les pays, on parlait de Famawa dernièrement, Famawa. On a découvert que le Jean Jules Famawa, c'est lui qui avait offert même, j'ai appris que c'est lui qui avait offert la Gétour à Bruno Bidjan, parce que c'est un mot là qu'apparemment il offre les Gétours à tout le monde. Mais le Famawa, c'est un féman, c'est un bandit, prête-nom de Ngongo. Plein de gens comme ça. Amougou Beling a été le prête-nom de qui? Il n'était pas le prête-nom de Motazé. Ça dit qu'ils sont tous des prête-noms de quelque chose. Et ceux qui sont un peu autonomes, qui sont un tout petit peu libres, doivent prendre la carte du parti.
et cotiser à fond la caisse dans le parti avant de s'installer. Même les Ngoshingo, ils sont aussi sénateurs, non? Les Mami Nyanga, ils sont aussi sénateurs, non? Mais ils sont placés comme les grands hommes d'affaires. Tous les grands hommes d'affaires Bamileke qui ont tous les... Mais ça, c'est eux les financiers du RDPC. Parce qu'en fait, ils sont aussi portés par la machine étatique. Donc, le Cameroun, c'est pas un endroit où on peut dire que le climat des affaires est si bon que ça. Non, pas du tout. Et c'est toujours le même Mola là qui avait fait ça. Je vous avais vu même, vous étiez plein au Palais des Sports pour un jour un séminaire sur l'entrepreneuriat. Vous devez être plein au Palais des Sports pour qu'on s'organise pour voir comment la jeunesse peut descendre dans la rue pour faire partie Paul Biya. Donc eux, c'est des gens en fait qui sont là pour atténuer votre misère et votre douleur. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des perturbateurs. Ils sont là en fait pour même pas atténuer votre misère. Ils vous donnent l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les gens qui vous donnent l'illusion d'être dans un pays normal. Et quand il vient organiser ça, devant, il est déjà parti, dit aux gens, vous voyez, ça va vendre l'image du Cameroun, l'image de l'entrepreneuriat, l'image. Donc, c'est des faits man, en fait. C'est des faits man. Et puis, j'ai entendu cette débilité et tout du genre, ouais, si tu n'as pas une maison à 30 ans, c'est que tu as raté ta vie. Et je l'ai même entendu dire qu'en fait, les gens ne sont pas d'accord avec cette affaire parce que beaucoup ont honte d'avoir dépassé 30 ans et ils ont honte d'accepter qu'ils ont déjà raté la vie. Mais que des conneries. Mais que des conneries. Ça, c'est vraiment la vanité de quelqu'un qui a été absorbé par son rôle de coach sur Internet. Ça, c'est quand ton rôle de coach sur Internet a fini par te faire pile le cerveau. Non, mon frérot, ton truc, c'est trop débile. Faut arrêter avec tes conneries. Alors, donc, cette vidéo de Philippe Simon apparaît quelques jours après que j'ai moi-même publié une vidéo sur l'immobilier, une vidéo dans laquelle j'expliquais que acheter sa résidence principale, eh bien, n'est pas une urgence, qu'il faudrait plutôt penser dans un premier temps à construire un réel patrimoine, un patrimoine qui serait donc capable de te rapporter de l'argent plus tard, lorsque tu seras en retraite, et t'assurer comme ça une forme de sécurité financière, voire une indépendance financière. Donc ici, je pense que beaucoup seront d'ailleurs très certainement surpris de la position que je vais prendre ici. Mais je pense que Philippe a fait une analyse tout simplement logique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes en Occident. On sait tous que généralement, les crédits immobiliers, ça va sur 25 à 30 ans en moyenne. Donc, si à 30 ans, tu n'as toujours pas acheté ta résidence principale, il est effectivement fort probable qu'à 60 ans, tu te retrouves en difficulté. Parce que comme il a d'ailleurs expliqué, c'est généralement à la retraite que les gens tombent dans la pauvreté. Et c'est assez logique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la retraite, les revenus baissent drastiquement. Si tu n'as donc pas suffisamment planifié ta vie, tu peux te retrouver dans une situation où tu dois payer un loyer que tu n'es tout simplement plus à même capable d'assumer. Et les situations s'enchaînant, tu te retrouves dans la précarité. Donc, on peut éventuellement lui reprocher la forme, mais tout ce que je vois depuis ressemble plutôt à un procès d'intention. Alors, sur le fond, je pense qu'il a fait une analyse totalement logique et cohérente. Aujourd'hui, à 30 ans, cela devient vraiment critique si tu n'envisages même pas dans les très prochaines années d'acheter une résidence principale. Et encore pire, si tu n'as pas un plan de vie précis pour en acheter une, tu risques de te retrouver plus tard, au moment de la retraite, dans une situation de précarité. Ce qui n'est tout simplement ni désirable, ni souhaitable. Alors, je pense également que beaucoup de personnes ont pensé que dans la vidéo précédente dans laquelle je parlais d'immobilier, je disais qu'il ne fallait pas acheter sa résidence principale parce que je présentais un peu les chiffres, ce que cela représente. Mais ce que je disais simplement, c'est que cela ne devrait pas être ton unique objectif et qu'il fallait surtout penser à construire un véritable patrimoine capable de te rapporter de l'argent, y compris lorsque tu seras en retraite. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas toujours dramatiser les messages, bien que parfois l'intention derrière, c'est que ça fasse des vues, donc du coup, la forme est souvent un peu à interroger, mais je pense qu'il est assez clair que à 30 ans, si tu n'as encore rien mis en place dans ta vie et que tu n'as aucun plan précis pour la suite, tu devrais sérieusement
envisager, du moins penser autrement. D'ailleurs, on ne devrait même pas avoir besoin de quelqu'un pour nous le rappeler. À un certain âge, une sorte d'horloge biologique devrait se mettre en marche et nous faire comprendre que le temps, lui, n'attend pas, lui, il avance et rapidement. Ce n'est donc pas une raison de surréagir ou venir faire un procès d'intention. Il est clair aujourd'hui que à 30 ans, il faut sérieusement envisager d'acheter sa résidence principale. Il faut aussi sérieusement envisager de se construire un patrimoine qui devrait te rendre libre financièrement à l'avenir. Et pour moi, je pense que c'est ça le véritable message ici. Alors, bien entendu, certaines personnes ont écouté ce qu'il avait à dire, mais d'autres ont récupéré cette vidéo pour faire un règlement de compte avec Philippe Simon lui-même, donc c'est devenu tout simplement un règlement de compte. Pour d'autres, c'est même devenu un règlement de compte ethnique. Ils ont donc profité de cette vidéo pour déverser, comme souvent, leur haine vis-à-vis de la tribu dont Philippe Simon serait originaire. Ce qui est d'ailleurs très dommage pour une vidéo qui doit rester simplement dans le cadre de la discussion au niveau des idées. Bon, bien sûr que d'autres encore ont pris son message avec beaucoup de jalousie. Pourtant, je pense que ce qu'il a dit est assez logique, tout simplement. Pourquoi donc le prendre comme une attaque personnelle au lieu de simplement de te demander s'il n'y a pas quelque part dans ce qu'il dit des choses véridiques. Et je pense que lorsqu'on veut évoluer dans la vie, lorsqu'on veut grandir, il faut toujours avoir la mentalité de quelqu'un qui veut évoluer également. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne pas prendre les choses de façon généralement trop personnelle, toujours chercher à avoir peut-être le positif, ou bien, comme on dit sous nous, encore ne pas mettre les organes. Donc plutôt se demander si, est-ce que dans son message, il n'y a pas du positif? Est-ce que dans son message, il n'y a pas quelque chose que je peux prendre qui peut m'aider pour ma vie? Et bien sûr, tu prends ce qui est important pour toi et le reste, tu passes dessus. Bien entendu, c'est important aussi d'avoir un débat, une discussion autour de ce sujet. C'est d'ailleurs cela qui fait souvent avancer et mieux mûrir les réflexions. Mais comme on a l'habitude de le dire, il faut haïr le jeu et ne pas haïr les joueurs. Tu n'as pas précisé, dans ta vidéo, tu n'as pas précisé à qui tu t'adresses. Ta vidéo s'adresse à qui? Aux gens qui vivent ici au pays comme nous là, ou alors aux gens qui vivent en Beng. Ceux qui ont Boza, ceux qui sont nés là-bas en Beng, ou alors ceux qui ne savent pas trop, qui vivent entre deux avions, un peu comme toi là. Il faut que tu situes d'abord ta vidéo, tu nous dises à qui s'adresse ta vidéo. Parce que si ta vidéo s'adresse à nous qui sommes ici au pays, pardon, nous on va d'abord te dire que excuse nos vies. Parce que tu ne peux pas nous demander de planifier, parce que tu as fait une autre vidéo là où tu dis que c'est possible quand tu planifies. Tu ne peux pas nous demander de planifier. Quand tu nais d'abord dans un environnement où rien n'est planifié, toi tu te demandes qu'on planifie quoi? Hein? Parce que les gens se posent la question que la vidéo s'adresse à qui au juste? Parce qu'avant de venir mettre les organes, il faut que tu te rassures d'abord que c'est à toi qu'on s'adresse. La vidéo s'adresse à nous qui sommes ici au pays, aux gens qui sont en Beng, à ceux qui ont Boza, ou alors, c'est pas, ceux qui sont déjà riches, ceux qui sont nés dans les familles riches, avec une cuillère en or dans la bouche. Ta vidéo s'adresse d'abord à qui? Pour demander aux gens d'être propriétaires à 30 ans. À 30 ans ici au pays, si c'est à nous du pays que tu t'adresses, à 30 ans ici au pays, car tu es encore dans la maison de tes parents. Hein? À 30 ans, peut-être tu crois que tu es encore en train de fréquenter. Hein? Tu es encore en train de demander les stages. Même si tu es entrepreneur, même si c'est que tu as planifié, comme tu dis là, que tu deviens entrepreneur. À 30 ans, mon ami, tu as lancé quel business à quel âge qui te fait qu'à 30 ans, tu es déjà propriétaire d'une résidence? Si je prends même l'exemple des enfants qui sont dans les familles riches et que peut-être on leur trouve un travail à 25 ans. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un commence à travailler, même si tu viens d'une famille riche, hein, c'est ta propre famille qui va te dire que mon ami, tu es déjà salarié, tu travailles déjà, sors te battre. Va louer ta maison, va prendre ton appartement, ton studio. Et quand tu sors là comme ça, ça veut dire que c'est les charges que tu ajoutes déjà d'abord sur toi. Et tu vas faire comment pour être propriétaire à 30 ans au Cameroun? Ou bien en Beng? Peut-être en Beng c'est possible. Dites-nous, les Benguis, c'est la venue nous dire en commentaire. Est-ce qu'à 30 ans, même ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas, qui ont fréquenté et grandi là-bas, est-ce qu'à 30 ans, c'est facile d'être propriétaire là-bas? Venez un peu nous dire, parce que nous on ne sait pas. C'est une vidéo qui est en train de choquer le monde, c'est en train de choquer les gens. Parce que les gens sont maintenant en train de t'accuser que tu pousses les jeunes
aller vendre le piment. Tu pousses les jeunes à devenir les scammers. Tu pousses les jeunes à aller faire comme Léa Faufier et les Jessica là. Elles font pour avoir l'argent. Parce qu'il faut à tout prix satisfaire une certaine pression. Parce que quand tu fais ta vidéo là, c'est que il y a beaucoup de gens qui se sentent sous pression. Ils disent que non, tu es en train de leur mettre la pression. Et comme les jeunes de nos jours ne réfléchissent plus, ils vont se livrer à n'importe quoi pour pouvoir avoir la maison à 30 ans. Parce que les gens qui vont t'écouter, les gens qui écoutent ta vidéo là, c'est les jeunes de entre 20, 23, 24, 25 ans maximum. Donc quand un jeune de 20, 23, 25 ans va écouter ta vidéo, il va se dire que mais il faudrait qu'à 30 ans que j'ai déjà ma maison. Et là, il va se lancer dans les choses qu'il ne faut pas faire. Donc il faut que tu nous dises, quand tu fais une vidéo comme ça, tu dis à 30 ans tu dois être propriétaire. Il faut bien préciser à qui tu t'adresses. Les gens qui sont nés dans les familles riches, ceux qui sont nés en Europe, ou alors ceux qui se débrouillent. Est-ce que c'est valable pour tout le monde?